Ich freue Bonjour mich, à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir participer à ce colloque. Je suis tout particulièrement honorée d'être là car ce colloque a lieu également en honneur d'Elisabeth Berger, dont j'ai appris à apprécier le travail. Tout particulièrement, je trouve que c'est un beau geste de notre part et de la part de l'Office franco-allemand pour la jeunesse de lui rendre hommage avant son départ à la retraite. ich möchte über drei Dinge reden. J'aimerais évoquer trois aspects. On m'a demandé de témoigner de mon expérience et donc de donner un aperçu du développement de l'histoire de l'OFAGE. C'est possible car je bénéficie d'une expérience de plus de 50 ans à l'OFAGE. Ça en surprendra quelques-uns. Cela a commencé lorsque j'ai été étudiant. Nous nous sommes rendus à la Sorbonne. L'OFAGE venait d'être fondé et nous avons participé à un échange avec des étudiants de la Sorbonne, les représentants des étudiants, et j'ai par la suite participé à de nombreux autres projets tout au long de ma vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux aspects. D'une part, sur les développements de l'OFAGE tels que je les perçois et d'autre part, j'aimerais vous en dire un petit peu plus sur mon parcours personnel qui est résultat du travail avec l'OFAGE et qui, bien sûr, a pris un autre tournant grâce à cette rencontre. Donc, l'OFAGE, ce n'est pas uniquement le travail au sein de l'OFAGE, mais c'est également une question de l'impact que cela a sur notre vie, si le temps nous le permet. Il y a trois aspects. La première période, réconciliation, compréhension mutuelle et amitié. Il s'agissait d'une mission politique. On voulait rapprocher la France et l'Allemagne et dépasser une centaine d'années d'hostilité. Ce n'était pas rien. Imaginez l'Inde et le Pakistan, par exemple, aujourd'hui. Il y a de nombreux autres exemples. Mais c'est à l'époque qu'on a commencé à se dire qu'il faut trouver une nouvelle façon de vivre ensemble. D'où ces termes clés, réconciliation, compréhension, amitié. Puis la phase de la normalité, la quotidienneté. Il ne s'agissait plus de mettre en avant les spécificités de l'autre, mais de mettre en avant qu'on travaille avec d'autres humains, des Européens, et qu'on a un projet commun. Et enfin, l'Europe, un défi pour le phage. Il me semble que c'est encore le cas aujourd'hui et la première contribution l'a déjà évoqué. Je passe à la première partie. Pour les étudiants et les étudiantes présents aujourd'hui, lorsque nous avons commencé nos études, donc en 1963, on se vous voyait. C'était avant le mouvement étudiant. Il y avait une forme de rapprochement entre la France et l'Allemagne, mais pas plus. Et c'était une autre atmosphère que ce que vous vivez aujourd'hui. Et je pense qu'on a du mal à imaginer à quoi cela ressemblait. C'était différent. Et j'aimerais vous en donner un exemple. Dans les années 60, un groupe de résistants de Blois qui avaient combattu et qui faisaient partie de la résistance étaient venus à Berlin et nous leur faisions découvrir Berlin. Ils nous ont ensuite invités à venir passer une semaine chez eux. C'était quelque chose de tout à fait novateur à l'époque. Ils avaient vécu la guerre, ils avaient tué. Eux-mêmes avaient perdu des proches dans la guerre, mais ils prenaient soin de la génération future. Pour certains d'entre eux, ces relations, ces amitiés ont perduré pendant des années par la suite. J'aimerais donc souligner que, selon moi, on se situe actuellement dans une autre période historique.
Donc, dans les années 60 du siècle passé, lorsque j'ai participé pour la première fois à un échange entre des étudiants français et allemands, cela a eu pour effet que j'ai participé à de nombreux projets de recherche de l'OPHAGE par la suite dans les années 70. Je bénéficie donc d'une expérience qui remonte à 50 ans. Tout au début, il s'agissait surtout de rencontres. Les Allemands partaient à la découverte de la France et vice-versa. Au début des années 70, les objectifs sont devenus plus politiques. Il ne s'agissait plus uniquement de faire connaissance, mais également de coopérer et de mieux apprendre à se comprendre. L'idée était d'œuvrer à la réconciliation parmi les jeunes générations. La mission du Bureau formation interculturelle était d'accompagner et d'étudier la mise en œuvre de ces processus. À cette époque, on assistait de plus en plus à l'apparition d'antagonismes et de divergences profondes entre les jeunes Français et les jeunes Allemands. Les jeunes Français se distinguaient par un fort sentiment national dans leur manière d'être et de s'exprimer. En raison du passé de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste, de la Shoah, de nombreux Allemands avaient un sentiment de culpabilité. Et cela avait un impact sur leur sentiment d'appartenance nationale. Tandis que la plupart des Français étaient fiers d'être français, de nombreux Allemands n'étaient pas aussi fiers d'être Allemands. Les Allemands avaient un rapport ambigu et hésitant avec leur identité nationale. Dans un premier temps, cela avait pour effet qu'ils insistaient beaucoup plus que les Français sur le fait qu'Allemands et Français étaient des Européens et que leur futur résidait dans une identité européenne commune. Ces différences entre les systèmes de référence et leurs identités ont continué à avoir une influence sur nos débats. Quel que soit le sujet traité, qu'il s'agisse de la démocratie, de l'éducation, des questions relatives au genre ou du vécu de la guerre des parents ou des grands-parents. Dans cette situation, tous les chercheurs et toutes les chercheuses voulaient créer un bon climat de travail. Et des liens entre eux. C'était l'objectif principal de ces rencontres. Je passe maintenant au détour créatif. Dans ce contexte, il était important que les rencontres entre les Français et les Allemands ne soient pas organisées dans le seul but de travailler sur une thématique commune, mais il fallait aménager suffisamment de temps pour prendre des détours, si le groupe le souhaitait, ce qui avait un impact positif sur les liens créés entre les chercheuses et les chercheurs. À l'inverse de nombreux projets de recherche qui sont axés sur un thème précis, Ewald Brass, éditeur Reichel, savait que le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur chemin à prendre. Il n'insistait pas sur la rapidité du travail effectué, mais laissait au groupe le temps et leur donner l'opportunité de se trouver et de définir leur approche au fil de la discussion. Ceci leur permettait à toutes et à tous de s'investir avec leurs émotions, leur point de vue, leur imaginaire et leurs désirs, et tout cela à leur rythme. Les rencontres, par conséquent, n'étaient pas seulement un lieu d'échange cérébraux, un échange autour des idées et des points de vue, mais ces rencontres permettaient également à ces chercheurs et ces chercheuses d'être curieux, d'être ouverts et d'avoir envie de faire connaissance avec ses collègues et de vivre une expérience interculturelle. Deuxième aspect, une zone de contact. Donc, les rencontres de l'OPHAGE organisées par l'OPHAGE en tant que zone de contact. Les groupes de travail de l'OPHAGE étaient ce que j'appelle des zones de contact, où des personnes avec une socialisation différente se rencontraient. Les Allemands et les Français avaient des expériences culturelles et sociales en commun et voyaient beaucoup de similitudes.
Pour celle ou celui qui parlait la langue de l'autre dans les rencontres, il vivait de nombreuses choses, bien plus encore, et à la différence de la langue maternelle, le fait d'utiliser l'autre langue exigeait de leurs interlocutrices et interlocuteurs qu'ils fassent des efforts pour suivre leurs pensées, pour la comprendre et pour les aider à s'exprimer. Ces zones de contact dans le cadre desquelles se déroulaient les projets de recherche de l'OFAGE étaient pour nous des lieux d'apprentissage à mi-chemin entre l'Allemagne et la France. Nous y apprenions à nous voir, à nous exprimer et à vivre autrement. Pour autant, pendant toutes ces années, cette ouverture envers l'altérité n'allait pas du tout de soi. Dans ces zones de contact institutionnelles, nous avions la possibilité, en avançant à tâtons, de tester nos réflexions, d'éprouver nos émotions et nos points de vue. Nous apprenions ainsi que certaines de nos paroles n'avaient pas toujours l'effet escompté en raison de nos différents systèmes de pensée. Nous y avons fait l'expérience de la compréhension, l'entente interculturelle et nous avons compris combien il fallait sans cesse redoubler d'efforts pour nous rapprocher les uns des autres, tout en sachant que la volonté de comprendre et de se faire comprendre avait ses limites et qu'il fallait aussi comprendre les raisons pour lesquelles on ne comprenait pas. Parfois, nous nous comprenions au niveau de langage, mais nous restions malgré tout étrangers les uns aux autres. Je passe maintenant au dialogue entre partenaires et à la coopération sur le long terme. Toute personne qui prend régulièrement part au projet de recherche OFAGE vivait le quotidien et interculturel avec des collègues des deux nationalités. Se retrouver dans cet entre-deux de l'OFAGE n'avait plus rien de singulier très vite. Les sentiments de curiosité et d'étrangeté du début laissaient souvent la place à la cordialité. Beaucoup d'entre nous avaient pris conscience que cet intérêt pour l'autre, cette curiosité et cette confiance grandissante étaient une expérience forte et enrichissante dans leur vie. Nous nous déplacions, nous évoluons à l'intérieur d'une autre langue, à la rencontre de l'imaginaire, d'une autre culture et d'une nouvelle manière de travailler ensemble. Le dialogue interculturel entre chercheuses et chercheurs allemands et français donnait lieu à des questionnements qui n'auraient jamais pu émerger ailleurs que dans ce contexte. Pour vous donner un exemple, la coopération avec Jacques Bayrou, nous avons organisé un colloque sur les positionnements en France et en Allemagne par rapport à la pédagogie. Le travail avec l'OFAGE allait au-delà de l'OFAGE. C'était un enrichissement pour nous et nos champs de recherche, dont la diversité et la complexité allaient en grandissant. L'interculturel et la pluridisciplinarité étaient devenus les clés de compréhension de la nouvelle complexité qui allait entourer nos recherches. Pour beaucoup d'entre nous, cette expérience a joué un rôle prépondérant pour la suite de notre parcours professionnel. Notre recherche a bénéficié d'une dynamique supplémentaire suite à la réunification allemande et aux défis qu'elle représentait. Des pans entiers de la formation se déroulent donc dans un espace interculturel. Ce constat a ouvert progressivement de nouvelles perspectives en matière d'éducation, de pédagogie, de formation et de socialisation. Et l'action de l'OFAGE, qui a accompagné et étudié cet ensemble de processus majeurs, a permis d'ouvrir la voie à de nouvelles connaissances. Je passe maintenant à la partie langage, imaginaire, mimésis sociale. L'expérience de la rencontre avec l'autre langue est un des éléments constitutifs de la coopération internationale. Elle permet de comprendre sa propre langue différemment et de prendre conscience de combien notre vision du monde change en fonction de la langue
lorsqu'on parle. Étudier la manière d'agir qu'ont les jeunes dans une langue étrangère et évaluer quelle en est la plus-value éducative est au cœur de la recherche à l'OFAGE. On en déduit par conséquent à quel point la rencontre avec l'autre et avec l'imaginaire d'une autre culture est essentielle à l'élargissement de sa propre vision du monde. De même, l'émotion esthétique ressentie face à la littérature, aux arts plastiques, à la musique de l'autre culture sont autant de multiples facettes de cette rencontre avec l'autre. Comprendre la multiplicité des imaginaires de chaque individu dans sa perception du monde est un des principaux objectifs de la formation interculturelle. Il se passe dans ces zones de contact quelque chose de singulier, comme une expérience très personnelle qui met en jeu le corps et l'essence. Elles sont le lieu de phénomènes de mimétisme qui jouent un rôle prépondérant dans le processus d'appropriation de la différence. De la même façon que les jeunes enfants apprivoisent le monde par des mécanismes de mimétisme, jeunes et adultes s'emparent d'une culture étrangère. C'est par un processus d'imitation d'un monde qui leur est inconnu qu'ils se reproduisent en l'intégrant à leur propre représentation du monde, à leur imaginaire. Ici, entre en jeu une stratégie mimétique par laquelle la culture, dans un premier temps étrangère, devient un élément de leur propre culture de représentation et de perception du monde. J'en arrive à mon troisième point, l'Europe un défi, diversité et altérité. La possibilité de l'élargissement des rencontres franco-allemandes aux jeunes d'autres pays de l'Union européenne a introduit un changement radical dans la recherche. Ça, on peut aussi le constater en lisant une des publications où il s'agissait des mouvements de la société civile. Bien que la relation bilatérale soit toujours prioritaire, la volonté de compréhension de la diversité culturelle grandissait, ainsi que la nécessité des apprentissages interculturels en Europe, alors au-delà des relations franco-allemandes. Plus tard, l'Union européenne a pris aussi conscience de l'intérêt de cette nouvelle dimension pour la jeune génération avec le développement et l'étude approfondie de vastes programmes de formation interculturelle pour les jeunes. Mais pour la recherche à l'OFAGE, il n'en restait pas moins évident de continuer à étudier dans quelles conditions les jeunes font l'apprentissage de l'altérité tout en étant capables d'avoir une approche positive et de se mouvoir dans le monde d'aujourd'hui caractérisé par la diversité culturelle. Il arrive de façon sporadique qu'ils se heurtent à l'impossibilité de comprendre une autre culture. Mais c'est précisément à partir de cette expérience que l'on pourra éviter de recourir à de faciles mécanismes d'assimilation de l'autre qui risquent de le transformer jusqu'à en faire une personne familière et diluer sa singularité. Si l'on réussit à résister à cette tentative de réduire l'altérité à quelque chose qui nous serait proche, alors l'expérience de l'altérité permet véritablement d'élargir le périmètre de ses repères et d'enrichir sa vision du monde et de l'autre. Point suivant, performativité et interculturalité. Les travaux des groupes de recherche de l'OFAGE ont du succès car ils examinent de plus en plus le comportement performatif des jeunes. Les recherches ethno-sociologiques grandissantes sur ce sujet livrent d'importantes connaissances de qualité sur la façon dont les Français et les Allemands interagissent entre eux, quelles difficultés, mais aussi quelles opportunités résultent des rencontres. Et surtout, comment se développe progressivement une prise de conscience et un nouveau sentiment européen dans toute leur richesse et leurs promesses d'avenir. Lors d'une des dernières études à laquelle Christine Delory-Monberger a participé, nous avons fait l'analyse de la façon dont un échange de jeunes fonctionne entre des jeunes
allemand et français. Et ce qui était intéressant dans le cadre de cette étude, j'aurais pu vous en parler beaucoup, cela a été publié en 2018. Ce sont les expériences qu'ils font par rapport à la ville, donc les Berlinois avec la ville de Paris, mais aussi les Parisiens quand ils sont à Berlin. Il y a des expériences évidemment différentes dans les familles. Pour beaucoup d'Allemands, l'atmosphère dans la famille française était évidemment tout à fait étrangère et les filles avaient vraiment envie avaient un peu le mal du pays. Et enfin, un troisième point essentiel, c'est l'école. La représentation de l'école est très différente en France par rapport à l'Allemagne. Et là, il y a de grandes différences. Et c'est bien de faire l'expérience du fait que l'école, c'est pas la même chose partout. Et ce sont les trois dimensions qui sont abordées et vécues lors d'un échange de jeunes. Et il est important d'en parler dans les recherches et de les ancrer dans les questions européennes. Donc, ma thèse, c'était que le choix de l'étude sur la performativité des jeunes permet d'observer de quelle manière donc les jeunes Allemands et les jeunes Français s'investissent dans une mise en scène corporelle et identitaire et comment, au cours d'exercices répétés plusieurs fois, ils développent par leur comportement sur un mode proche de rituel des compétences interculturelles. Au cours de nos travaux, que ce soit les séquences sur les zones de contact, la répartition des tâches dans nos projets communs de recherche, les nouvelles perspectives de recherche complémentaires qui en découlent ou le travail sur les conflits, se dessine une compétence interculturelle qui représente un élément essentiel de la formation en Europe. Et enfin, perspective, la recherche à l'OFAGE a contribué largement à une meilleure compréhension à notre époque en Europe, et ce, de l'enfance à l'adolescence. Le dialogue pluridisciplinaire entre collègues de deux cultures a fait naître de nouveaux savoirs. La composante pluridisciplinaire de la recherche s'ajoute à celle de l'interculturel et s'en nourrit. Toutes ces études et leurs conclusions pouvaient être menées systématiquement dans la durée et continuer à se développer. Elles mettent en évidence que l'éducation en Europe est actuellement une formation à dimension interculturelle sans laquelle un vivre ensemble constructif entre l'Allemagne et la France dans l'Union européenne et dans un monde globalisé ne saurait être possible. Voilà, c'était la première partie sur le phage et sur les trois phases de développement qui me semblaient être importantes. Et j'avais mentionné que je dirais brièvement quelques mots sur ma propre biographie qui se nourrit de l'expérience de l'OFAGE. Cela a commencé au début des années 80 sur la base et d'ailleurs grâce aux subventions de l'OFAGE, nous avons pu mener des travaux de recherche pour découvrir et travailler sur une anthropologie historique. Et là, nous avions travaillé avec l'École des Annales et avec des philosophes et des anthropologues et on avait ajouté un aspect ethnologique. Il s'agissait de trois paradigmes avec lesquels nous essayons de travailler sur l'altérité et dans le travail de jeunesse. La première publication franco-allemande, il s'agissait en fait d'un groupe de recherche franco-italo-allemand. Et là, il s'agit en 82 de retrouver la corporalité. Nous avons travaillé Baudrillot et Edgar Morin. Il aura 100 ans bientôt. Et Bourdieu, des gens qui n'étaient pas très bien compris, peut-être en France, mais la coopération s'était très bien passée. Et puis, il y a une deuxième phase de coopération avec, entre autres, Jacques Poulain
Christian et Alain Montandon. Il s'agissait du rapport de l'Europe avec le monde arabe. Là, on a aussi mené une analyse et un travail de recherche avec une fondation. Et toutes les expériences que nous avions faites au niveau de l'interculturel avec l'OFAGE ont été un grand bénéfice. Une autre étude de Laurie avec Momberger, Jacques de Morgan, Hans Niklas, ça c'était dans les années 80 où on travaillait à la recherche, toujours avec le soutien de l'OFAGE. Et ces coopérations continuent pour le moment aux côtés d'un collègue français. Nous travaillons à un projet, un dictionnaire d'anthropologie prospective. Nous continuons à travailler avec les mêmes collègues. Là, je travaille sur l'anthropocène. On a essayé de voir, de saisir systématiquement comment les processus de formation évoluent. Donc, je voulais simplement vous montrer dans quelle mesure l'OFAGE, dans mon travail, mais aussi dans le domaine de l'anthropologie, a également eu des conséquences et des effets. Et l'école OFAGE a abouti à des formes de coopération interdisciplinaire et interculturelle. Et je pense qu'il est important d'avoir cette dimension historique et donc le regard diachronique et synchrone. Et quand on résume tout cela et quand on se pose la question de savoir quelle est l'importance de l'école OFA, je pense que j'ai essayé de vous le décrire dans ces 3 phases avec cette forme tout à fait particulière de l'ouverture. Et comme Madame Berger a continué cette approche, c'est la chef de bureau, et cette expérience a aussi porté ses fruits dans d'autres domaines professionnels. Et je vous ai cité ici quelques exemples, mais je pourrais impliquer le nom de nombreux collègues. Et donc, on voit dans quelle mesure cette forme de recherche est importante pour l'ensemble de l'évolution de la culture dans les 2 pays du côté de la frontière. Peut-être que je vais mettre un terme à mon exposé. Il est 12 heures, comme on avait prévu. Et si vous avez encore des questions, nous pouvons revenir dessus lors de la discussion.